Nous ne passerons pas Noël avec toi. La voix de Chloé résonnait via le haut-parleur, nette et tranchante, comme si elle avait répété sa réplique. Pendant un instant, la maison est devenue incroyablement silencieuse. Non pas parce que les mots blessaient, même si c'était le cas, mais parce qu'ils confirmaient quelque chose que j'avais essayé de ne pas voir. J'ai stabilisé ma respiration. D'accord, ai-je répondu, un petit mot sec auquel je savais qu'elle ne s'attendrait pas. Puis j'ai ajouté, eh bien, dans ce cas, le réveillon est annulé. À l'autre bout du fil, il y a eu un bruit, à moitié une inspiration, à moitié un trébuchement. Chloé n'avait pas l'habitude de perdre pied. Elle s'est vite ressaisie, mais le vacillement était là. Comment ça, annulé? Tu ne peux pas juste. Mais je le pouvais. Et j'avais déjà appuyé sur le bouton rouge de mon téléphone avant même qu'elle ne termine sa phrase. Le silence a de nouveau envahi ma cuisine. Mais ce n'était pas ce silence pesant qui suit une dispute. Il semblait presque pur. J'ai posé le téléphone sur le plan de travail et j'ai regardé les dossiers étalés sur la table. Les devis du traiteur soigneusement attachés. Les contrats de location de matériel surlignés, les plannings des éclairagistes imprimés et annotés. Les coordonnées des prestataires alignés comme des soldats obéissants. Chaque page portait mon nom. Chaque acompte avait été prélevé sur ma carte bancaire. Chaque signature était la mienne. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'avais réussi à croire que cette fête leur appartenait. Une légère douleur s'est installée entre mes côtes, non pas sous l'effet du choc, mais de la prise de conscience. J'avais bâti une célébration dont ils prévoyaient de profiter sans moi. J'avais payé pour une table à laquelle je n'étais même pas censé m'asseoir. Du bout des doigts, j'ai fait glisser une facture du traiteur sur la table. Le total m'a dévisagé, audacieux et sans vergogne. Je me suis souvenu d'avoir accepté si vite, me disant que c'était pour la famille, me disant qu'il valait mieux m'en occuper plutôt que de voir Chloé galérer et m'en faire le reproche plus tard. Je portais Noël sur mes épaules depuis si longtemps que je n'avais pas remarqué le poids jusqu'au moment où je l'ai enfin déposé. Au-dessus des dossiers, la lumière matinale rampait sur mon plan de travail, effleurant chaque pile de papier comme pour pointer du doigt les preuves que j'avais ignorées. Chaque détail de cette fête, la nourriture, la décoration, le personnel de service, les livraisons, n'existait que parce que je l'avais voulu ainsi. Et maintenant, pour la première fois, je me demandais ce qui se passerait si je me retirais tout simplement. Cette pensée m'a accompagné pendant que je rassemblais les papiers en une seule pile bien nette, prête pour ce qui allait suivre. Après la fin de l'appel, je suis resté à la table de la cuisine, les doigts posés sur la pile de factures, alors que les souvenirs affluaient, ni trop lointains ni trop profonds, juste assez pour me rappeler comment tout cela avait commencé. Je n'avais pas endossé le rôle d'organisatrice des fêtes d'un seul coup. Je m'y étais glissé, une responsabilité après l'autre, à l'époque où Hugo était encore jeune et où j'essayais de maintenir notre vie à flot après la mort de son père. Être mère célibataire signifiait apprendre à rendre tout stable. Même quand rien ne semblait certain, Hugo s'appuyait sur cette stabilité. Je m'y appuyais aussi. Au fil du temps, notre entourage a commencé à trouver cela normal. Puis, ils ont cessé de le remarquer. Quand Hugo a épousé Chloé, je ne me suis pas senti menacé. Je pensais que partager nos traditions se ferait naturellement. Mais de petits changements ont commencé presque immédiatement. Des petites remarques enrobées dans des tons polis. Tes traditions font un peu vieillotte, Isabelle. Les invités préfèrent ce qui est sophistiqué, digne des magazines. Pourtant, ces fêtes sophistiquées commençaient toujours par mon portefeuille et mon temps. Elle admirait un centre de table qu'elle avait choisi, un menu. Elle s'attribuait le mérite d'un thème sur lequel elle avait insisté, mais qu'elle n'avait jamais ni planifié ni payé seule. Je me disais que peu importait qui en tirait la gloire. Je n'avais jamais cherché à briller. La paix m'a toujours semblé plus précieuse que la reconnaissance, et je pensais que maintenir la paix signifiait acquiescer en silence. Intervenir quand quelque chose dérapait, hocher la tête quand Chloé annonçait un choix qui avait clairement été le mien. Mais la paix s'est lentement transformée en autre chose, quelque chose de déséquilibré. Hugo, essayant d'apaiser les tensions, disait souvent des choses comme « Ne faisons pas toute une histoire où tout le monde est stressé », comme si mon inconfort n'était qu'une phase passagère de la saison. Il est resté neutre si souvent que la neutralité était devenue sa propre forme de rejet. Chloé annonçait des décisions déjà prises. Nous avons décalé l'heure du dîner. Nous avons changé le menu. J'ai dit aux invités que tu t'occuperais du paiement. Et à chaque fois, au lieu de refuser, j'intervenais. Je m'adaptais.
Je réparais ce qui devait l'être. Je comblais tous les vides qu'il laissait. En regardant les papiers devant moi, j'ai enfin vu la forme de ce schéma. À chaque fois que quelque chose s'effondrait, je le rattrapais. Alors ils ont arrêté de s'inquiéter de la fragilité de la situation. J'ai pressé les papiers en une pile bien nette, sentant la prochaine étape se former avant même de me lever de table. 3 jours se sont écoulés dans un silence pesant avant que mon téléphone ne sonne à nouveau. Le nom de Chloé a illuminé l'écran. J'ai décroché, me préparant déjà. Son ton était fluide, rodé. La liste des invités est plus restreinte cette année. Tu n'as pas besoin de venir, a-t-elle déclaré. Aucune hésitation, aucune excuse, juste l'éviction pure et simple de la personne qui avait porté les fêtes à bout de bras pendant des décennies. J'ai gardé le téléphone contre mon oreille pendant qu'elle décrivait le menu. Le plan de table, le thème subtil qu'elle voulait cette année. Tout ce qu'elle mentionnait était quelque chose que j'avais sélectionné, organisé ou pour lequel j'avais versé des acomptes. Elle parlait comme si elle avait bâti cette célébration de zéro, alors que chaque brique sur laquelle elle se tenait m'appartenait. Derrière sa voix, j'ai entendu Hugo dire quelque chose à voix basse, étouffée. Il n'avait pas l'air contrarié, plutôt comme quelqu'un qui ne voulait pas s'en mêler. Chloé l'a ignoré et a continué. Quand elle a enfin fait une pause, je n'ai pas comblé le silence à sa place. Elle a terminé l'appel par un léger et efficace « j'espère que tu comprends ». J'ai posé le téléphone et je suis entré dans la salle à manger, laissant mon regard parcourir l'espace. La longue table que j'avais achetée l'année où Hugo avait quitté la maison, en pensant qu'un jour il ramènerait une famille pour s'y asseoir. Les chaises que j'avais montées une par une un après-midi d'hiver en écoutant une émission de radio. Les boîtes de rangement empilées soigneusement dans le coin, pleines de décorations, de guirlandes lumineuses, de plats de service, tous achetés par moi, tous exposés par Chloé, comme s'il avait toujours été à elle. J'ai marché lentement, laissant chaque objet raconter sa part de l'histoire. Rien de tout cela n'était purement sentimental. C'était pratique, fait pour durer. Pourtant, chaque pièce portait mon effort, ma planification, mon intention. Et malgré cela, j'avais été effacé de la célébration pour laquelle elles avaient été conçues. À mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les onglets se sont chargés automatiquement. Confirmation du traiteur, reçu de location, planning de livraison. Mon nom apparaissait partout. Contact de facturation, numéro de téléphone principal, signataire autorisé. J'ai fait défiler chaque document, page après page, me rappelant que tout le plan reposait sur des engagements que j'avais pris. Des engagements qu'ils s'attendaient à ce que je tienne, même si je n'étais pas la bienvenue à table. J'ai refermé l'ordinateur lentement, la décision se formant aussi naturellement qu'une respiration, et j'ai attrapé la première pile de papier qui allait guider ce que je devais faire ensuite. Le lendemain matin, je me suis assise à la table de la cuisine avec le contrat étalé devant moi, de la même manière que quelqu'un pourrait étaler les pièces d'un puzzle avant de le démonter. Mes doigts ont plané au-dessus du premier numéro de la pile, un service de traiteur que j'utilisais depuis des années, et j'ai composé le numéro sans hésiter. J'ai besoin d'annuler la commande pour le 25, ai-je dit. Le représentant m'a demandé mon nom, a confirmé la réservation et a répondu d'un ton calme, bien sûr, nous allons traiter cela aujourd'hui. Aucune surprise, aucune inquiétude, aucune résistance. L'entreprise de location de linge de table a réagi de la même façon. L'agence de maître d'hôtel aussi. Même le prestataire pour l'éclairage et le son, celui sur lequel Chloé avait insisté parce qu'il donnait à la maison un aspect plus prestigieux, n'a pas demandé pourquoi. Chaque annulation a été brève, simple, nette. On ne m'a demandé aucune explication, et je n'en ai fourni aucune. Quand le dernier appel s'est terminé, un petit silence s'est installé en moi. Pas du soulagement, pas du triomphe, mais quelque chose de plus stable. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que la fête m'appartenait à nouveau. Non pas parce que j'avais l'intention de la reconstruire, mais parce que je m'étais retiré de la machine dont il dépendait. Mon téléphone a vibré à côté d'une pile de papier. Une cousine demandant à quelle heure elle devait arriver. Une autre parente voulant savoir quel plat elle devait préparer. Quelqu'un d'autre demandant si j'avais besoin de chaises supplémentaires. Leur supposition était si familière que, pendant un instant, mon pouce a plané au-dessus de l'écran, comme prêt à répondre par habitude, mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé les messages s'accumuler, chacun étant la preuve de la profondeur de leurs attentes. Sans moi, rien ne bougeait. Rien ne s'alignait. Rien ne tenait. J'ai repoussé le téléphone et j'ai regardé vers le petit salon,
la douce lumière du matin glissant sur les meubles. Une image différente a commencé à se former dans mon esprit, une image sans échéance ni liste, sans les exigences de Chloé ni les tentatives de Hugo pour maintenir la paix. Une fête plus calme, un bon pot-au-feu mijotant doucement sur la cuisinière, quelques chaises rapprochées, des conversations qui n'avaient besoin d'impressionner personne, pas une performance, un jour qui m'appartiendrait tout simplement. J'ai ajouté le dernier contrat annulé à la pile, sentant le poids de tout cela basculer, et j'ai commencé à réfléchir à la prochaine étape. En fin d'après-midi, j'ai su qu'il était temps de dire quelque chose. Pas une explication, pas une justification, juste la vérité. J'ai ouvert le groupe WhatsApp familial, ce même fil de discussion qui avait porté des années de rappels, d'instructions et de légères relances de ma part, et j'ai tapé un seul message. Changement de programme. Je n'organiserai pas les festivités cette année. Je ferai un petit repas en toute simplicité chez moi si certains veulent passer. Je l'ai relu une fois, 2 fois, m'assurant qu'aucune excuse ne s'était glissée dans la formulation, puis j'ai appuyé sur envoyer. Les premières réponses sont arrivées rapidement. Une cousine, franchement, ça a l'air sympa. Une tante, on a toujours adoré venir chez toi de toute façon. Un autre parent, je n'étais pas sûr de pouvoir venir à la grande fête. Ça m'arrange mieux. Soulagement, soutien, confusion se sont entremêlés d'une manière qui m'a surprise. Ce que je n'ai pas vu, c'est de la colère. Personne n'a protesté. Personne n'a demandé pourquoi je n'étais pas à l'événement de Chloé. Quelques-uns ont même admis, de cette manière douce dont les gens avouent les choses sans les dire complètement, qu'ils venaient chaque année parce que je rendais la fête chaleureuse, prévisible et accueillante. Ils n'ont pas du tout mentionné Chloé. L'écran s'est de nouveau allumé, cette fois, c'était Hugo qui appelait. J'ai laissé sonner. Un texto a suivi, « Maman, on peut se parler ?» Puis un autre appel. J'ai posé le téléphone face contre table. Quelques minutes plus tard, un nouveau message est arrivé, pas dans le groupe familial, mais directement de Chloé. Tu as semé la confusion. Répare ça. Les mots étaient là, brutaux et exigeants, comme si j'étais une assistante qui avait mal géré une tâche. Une étincelle familière est montée en moi, l'instinct d'arrondir les angles, de réduire la tension, de corriger ce que quelqu'un d'autre pensait que j'avais mal fait. Je n'ai pas bougé. Je suis resté assise à la table de la salle à manger, les mains posées légèrement sur le bois, respirant le calme de ma propre maison. Cette immobilité me semblait étrange, presque étrangère, comme essayer un manteau dont je n'étais pas sûr qu'il m'appartenait. Mais sous cette sensation de nouveauté se trouvait quelque chose de plus solide, la compréhension que je n'avais pas à répondre, que je n'avais pas à réparer ce que je n'avais pas cassé. Le téléphone a vibré à nouveau contre le bois, mais je n'ai pas tendu la main. J'ai simplement laissé les pièces rester silencieuses, laissant la séparation entre leur urgence et mon calme s'élargir un peu plus avant que les coups à la porte ne retentissent. Il faisait tout juste nuit quand on a frappé. Des coups secs, rapides, exigeant une réponse immédiate. Je m'y attendais sous une forme ou une autre, bien que pas si tôt. Quand j'ai ouvert la porte, Chloé se tenait là, son manteau déboutonné, les cheveux légèrement ébouriffés par le vent, les yeux brillants d'une colère contrôlée. « Tu m'as humilié », a-t-elle dit sans même dire bonjour. Tout est en train de s'effondrer. Sa voix tremblait, ce genre de tremblement qui vient quand on essaie très fort de ne pas crier. Elle n'était pas là pour poser des questions. Elle était là pour reprendre le contrôle. J'ai reculé juste assez pour créer un espace entre nous, mais pas assez pour que ce soit une invitation à entrer. Qu'est-ce ce qui s'effondre exactement? Elle a soufflé bruyamment, comme si je faisais exprès d'être stupide. Les prestataires, les livraisons, les gens qui demandent ce qui se passe. Tu savais que ça mettrait un bazar pas possible. J'ai gardé une voix calme. Toutes les commandes dont tu dépendais étaient à mon nom. Elles étaient facturées sur mes comptes. J'ai annulé ce pourquoi je payais. Tu as agi sous le coup de l'émotion, a-t-elle cinglé. J'ai agi avec précision, ai-je répondu. Pendant un instant, elle n'a pas parlé. Elle a juste regardé au-delà de moi, à l'intérieur de la maison, comme si elle cherchait la preuve de quelque chose qu'elle pourrait utiliser pour ramener la conversation en terrain connu. Mais la maison était silencieuse, indifférente à son arrivée. Des pas se sont approchés dans l'allée. Hugo, les épaules tendues, les mains enfouies dans les poches de sa veste, a regardé entre nous deux. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il en savait déjà assez. « Maman », a-t-il dit doucement. « On peut en parler ?» Chloé s'est retournée brusquement vers lui.
Tu avais dit que tu t'en occuperais. J'essaie, a-t-il répondu, bien qu'il n'ait pas l'air convaincu. La pression cesse d'accumuler dans l'espace étroit entre nous trois. Chloé exigeant un retour à l'ancien système. Hugo coincé entre l'habitude et la culpabilité, et moi, me tenant fermement sur le pas de la porte de ma propre maison. J'ai regardé l'expression de Chloé changer, la colère laissant place à quelque chose de plus vif, la prise de conscience. Elle n'avait jamais vraiment voulu que je parte. Elle voulait que je sois docile, silencieuse, utile, mais invisible. Et maintenant, je n'étais plus rien de tout cela. Le silence cesse d'étirer, fragile et fin, jusqu'à ce que Chloé réajuste finalement son manteau, rassemblant ce qui lui restait de prestance, juste au moment où une autre voix s'élevait derrière elle, l'appelant depuis l'allée. Au cours des 2 jours suivants, le changement cesse de propager dans la famille par de petites ondes presque imperceptibles. Aucune annonce n'a été faite, aucune dispute n'a éclaté dans les discussions de groupe, mais des messages sont arrivés discrètement. Un cousin prenant des nouvelles, une tante demandant si tout allait bien, un oncle voulant confirmer ce qu'il avait entendu. Aucun d'entre eux ne semblait surpris, seulement curieux. La curiosité, j'avais appris, était souvent le premier signe que la vérité prenait déjà forme dans l'esprit des gens. Ils posaient des questions douces, le genre de questions qui n'accusent pas, mais qui en révèlent plus qu'ils ne le pensent. Qui réservait tout ça par le passé? Qui s'occupait généralement des acomptes? Ce n'est pas toi qui avais géré les transports l'année dernière? Je me souviens que tu nettoyais tout après le départ de tout le monde. C'était juste toi? Pièce par pièce, sans théâtralité. Ils ont reconstitué le schéma dans lequel j'avais vécu pendant des années. Et pour la première fois, ils en ont parlé ouvertement. Sans pitié, sans drame, reconnaissant simplement la réalité. C'était étrange d'entendre mon travail nommé. Plus étrange encore de réaliser à quel point il avait été invisible jusqu'à présent. Tard le 3e soir, Hugo est arrivé seul. Il n'a pas envoyé de texto avant. Il a frappé doucement et a attendu, les épaules voûtées plus par incertitude que par froid. Quand j'ai ouvert la porte, il est entré avec un discret merci, et a regardé autour de mon petit salon, comme s'il le voyait différemment. Nous nous sommes assis sans nous précipiter pour parler. Il a passé une main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait quand il était petit et qu'il ne savait pas par où commencer. « Maman » a-t-il fini par dire. Je n'avais pas réalisé. Il n'a pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Il a parlé de la façon dont il pensait que les fêtes s'organisaient toutes seules. Comment Chloé insistait toujours sur le fait qu'elle avait tout sous contrôle. Comment il supposait que j'intervenais parce que Jen avait envie, et non parce que tout reposait sur moi. Sa voix était lourde d'un mélange de culpabilité et de surprise, comme s'il avait ouvert une porte en s'attendant à trouver un couloir, et qu'il avait découvert à la place toute une structure qu'il n'avait jamais remarquée. Je ne l'ai pas grondé. Je n'ai pas fait la liste de mes griefs. Je lui ai seulement dit ce que j'avais compris moi-même. Je n'allais pas retourner à l'ancien schéma. Il a hoché la tête lentement, absorbant les mots, et s'est levé pour partir, toujours perturbé, mais n'étant plus aveugle à la vérité, marchant vers ce que les jours suivants allaient apporter. Le matin de Noël est arrivé sans urgence. Pas de réveil, pas de liste scotchée sur le frigo, pas de flux de messages demandant des rappels ou des instructions. Je me suis déplacé dans la maison à un rythme régulier, laissant le calme façonner la journée au lieu de le combattre. Une seule grande marmite de pot-au-feu mijotait sur la cuisinière, remplissant l'air d'une douce chaleur familière. En début d'après-midi, on a frappé à la porte. Une cousine se tenait là, tenant un petit plat, ne sachant pas si c'était suffisant. Je lui ai fait signe d'entrer. D'autres invités ont suivi, 2 tantes, un oncle et un voisin, qui avaient toujours eu l'intention de passer, mais n'y parvenaient jamais lors des grands rassemblements. Aucun d'entre eux n'est arrivé avec de la pression ou des attentes. Ils sont venus parce qu'ils le voulaient, pas parce que le calendrier le leur dictait. Quelqu'un a posé un saladier sur le plan de travail. Quelqu'un d'autre a mis les fourchettes à côté des assiettes. Les gens prenaient place là où il y avait de l'espace, et sans qu'on le leur demande. C'était l'opposé des fêtes minutieusement chorégraphiées que Chloé préférait, pas de plan rigide, pas de timing à perfectionner, pas de peur que quelque chose ait l'air déplacé. La pièce a trouvé son propre rythme. Les conversations s'élevaient et s'adoucissaient naturellement. Les rires flottaient sans résonner trop fort. Ma maison semblait pleine mais pas bondée, vivante sans être écrasante. Pendant des années, j'avais confondu être indispensable avec être apprécié. Maintenant,
en regardant mes proches s'impliquer pour aider, non pas par obligation, mais parce qu'ils tenaient à moi, je voyais la différence. Aider donnait à une pièce un sentiment de partage. Être utilisé donnait l'impression d'être exploité. Vers le coucher du soleil, j'ai entendu un autre petit coup à la porte. Quand j'ai ouvert, Hugo se tenait là, tenant une petite boîte emballée, ne sachant pas trop s'il devait sourire. Il est entré sans grand geste, enlevant son manteau et posant délicatement le cadeau sur la table d'appoint. Il ne s'est pas lancé dans des excuses ou des explications. Il s'est simplement dirigé vers la cuisine et a commencé à servir la soupe dans des bols, les tendant aux invités, débarrassant les assiettes quand elles étaient vides. Sa présence ne mettait pas la pièce sous tension, elle la stabilisait. Quand la plupart des gens sont partis, il est resté pour essuyer les plans de travail pendant que j'essuyais la vaisselle. Nous n'avons pas parlé de la fête annulée ni de la dispute sur le pas de ma porte. Nous n'en avions pas besoin. Quelque chose avait changé, petit, silencieux, mais réel. Alors que la dernière lueur du soir s'estompait, j'ai senti la journée se poser autour de nous avec une sorte de paix que je n'avais pas connue depuis des années, me guidant vers ce que les derniers jours de la saison allaient exiger. Au moment où le dernier invité est parti et que la porte s'est refermée doucement derrière lui, la maison avait retrouvé un calme qui semblait mérité. La vaisselle était lavée. Les plans de travail essuyés, les chaises remises à leur place. Il ne restait que quelques faibles traces du rassemblement, une serviette pliée sur la table, un plat qui refroidissait près de la cuisinière, la chaleur persistante des voix qui avaient rempli l'espace quelques heures plus tôt. Je me suis installé sur le canapé, laissant mon corps s'enfoncer dans les coussins. La pièce autour de moi n'était éclairée que par quelques décorations modestes que j'avais choisies moi-même. Rien d'extravagant, rien pour impressionner, juste de petites touches qui semblaient authentiques, le genre qui donne à une maison l'air d'être vécue plutôt que mise en scène. Pendant des années, j'avais confondu le fait d'être nécessaire avec le fait d'être désiré. Je m'étais investi à corps perdu dans des tâches, pensant que leur accomplissement créait des liens. Mais l'utilité n'était pas synonyme d'appartenance. L'utilité pouvait être remplacée, réaffectée, attendue. L'appartenance ne demandait rien d'autre que la présence. Ce soir, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti la différence. Je n'avais pas annulé Noël. J'avais annulé la version de moi-même qui donnait tout jusqu'à en disparaître. Celle qui maintenait la paix en portant tout, toute seule. J'ai laissé partir la personne qui restait silencieuse pour que les autres puissent se sentir puissants. La personne qui croyait que sa valeur se mesurait à la quantité de ce qu'elle donnait et au peu qu'elle demandait en retour. Mes limites ne me semblaient pas tranchantes ou dramatiques. Elles ne ressemblaient pas à une ligne de front tracée dans la colère. Elles ressemblaient à une guérison, lente, régulière, intentionnelle, un retour à moi-même plutôt qu'un départ loin d'eux. Hugo m'avait prise dans ses bras avant de partir, un geste discret, mais ancré dans quelque chose de vrai. Il n'a rien promis. Il n'en avait pas besoin. La reconnaissance avait commencé. C'était suffisant pour le moment. J'ai regardé à nouveau les petites lumières le long de l'étagère, leur lueur douce et constante. La fête de cette année n'avait pas été grandiose ou élaborée. Elle n'avait pas brillé de mille feux comme le préférait Chloé, mais elle était authentique. Cela ressemblait à un début, pas à une fin. Et assise là, dans la chaleur de ma propre maison, j'ai compris quelque chose de simple et de solide. J'étais entré dans une vie où j'étais visible, où ma présence comptait, même si rien d'extravagant ne l'entourait. C'était suffisant pour me porter vers tout ce qui m'attendait au-delà de cette quiétude.